Bonjour à tous, je suis heureuse de vous voir cet après-midi. Je suis heureuse de vous accueillir en tant que présidente de l'association Isartis et de ce bel espace théâtre de la Halle Aubry. Je déclare donc ouvertes les premières estivales du pastel qui dureront 3 semaines, organisées en partenariat avec la ville de Raon-l'Étape et notre association de pastellistes du nord-est de la France. Isartis a été créée en janvier 2015 par des artistes et des passionnés de l'art du pastel. Elle s'est donné 2 principales missions: organiser des expositions intimistes d'œuvres au pastel de haut niveau et tourner vers la modernité. Vous pourrez en découvrir la première édition à 17h tout à l'heure à l'espace Émile Gallet. La deuxième mission que nous avons choisie, c'est de transmettre cet art aux jeunes générations et aux enfants en difficulté qui ont des choses à dire sur le monde et sur ce qu'ils vivent intérieurement. Dans notre 21e siècle troublé, la culture et les artistes ont plus que jamais un rôle à jouer, aussi important que celui de l'éducation. Ce sont eux qui, en nous montrant dans leurs œuvres leurs intuitions concernant le monde, peuvent éclairer notre chemin contre le retour de l'obscurantisme. De façon bien modeste, évidemment, les pastellistes d'Isartis ajouteront leur petite pierre à cette tâche en initiant à l'art du pastel, pendant ces estivales, environ 150 enfants français et allemands sur le lieu de l'exposition. L'art n'est pas un vulgaire commerce, ni une consommation effrénée d'images sur lesquelles on peut cliquer. Il est l'expression la plus hautement symbolique de l'inconscient, de l'imaginaire et de la pensée humaine. Il est lié à la puissance de l'énergie créatrice qui unit les générations. 2 artistes lorrains, également pastellistes et enseignants de l'art, Thierry Marié de Nancy et Sylvain Loisan de Vittel, qui collaborent depuis plusieurs années à des actions culturelles et pédagogiques dans la région, vont tenter, pour vous et avec vous, puisque le débat sera ouvert, d'éclairer l'énigme de la vitalité artistique et d'essayer de répondre à la sibylline question: les tableaux ont-ils une âme? Je les laisse dialoguer avec vous. C'est vrai que c'est une question qui me passionne aussi parce qu'il y a quand même quelques siècles, on se posait la question de savoir si les femmes avaient une âme. Donc nous sommes très curieux des réponses que vous avez apportées. Voilà. Merci à Isartis et à la ville de Raon-l'Étape. Voilà. Est-ce que vous avez une vue correcte? Alors, les tableaux ont-ils une âme? Alors, c'est vrai que pour les femmes, ça reste mystérieux. Je préfère répondre à la question sur les tableaux, c'est moins risqué. Alors, on va aborder cette question à travers l'étude de 2 idées essentielles, que sont l'imagination et l'énergie en peinture. Donc moi, je vais plus particulièrement m'attacher à la question de l'imagination. Pour faire vite, on peut aussi dire que c'est la question de l'inspiration, la question de la créativité et la question de l'originalité artistique. On va voir que ces concepts, qui sont souvent employés à propos de l'art, ne sont pas toujours très clairs. Et on va essayer de voir ce qui se cache derrière ces idées subtiles et précieuses. On va donc passer à la première image. Alors, on peut revenir un petit peu avant sur les 3 questions essentielles. Voilà. Donc, je vais tenter de répondre à 3 questions. D'abord, à quoi reconnaît-on une œuvre originale? Déjà, celle-ci n'est pas évidente. On va voir ensuite le rapport qu'il y a entre l'art classique et la créativité. Est-ce qu'il y a antinomie entre l'art classique et la créativité? Et puis, on va poser aussi la question de la relation entre la tradition et la modernité par rapport à la créativité. Est-ce qu'il faut être moderne pour être créatif, par exemple, ou est-ce qu'il y avait déjà une forme de créativité dans ce qu'on appelle l'art traditionnel? Alors ensuite, on va passer directement à l'image que vous allez peut-être reconnaître si vous aimez Salvador Dali. Technique, non? Voilà, très bien. Alors toutes les personnes qui aiment le surréalisme et Salvador Dali reconnaîtront la tentation de Saint-Antoine. Donc là, on commence fort, on est au XXe siècle,
on est en plein cœur de la modernité, de l'originalité la plus évidente, à travers divers signes, notamment le fait que le réel est complètement déformé. On est face à un univers éminemment énigmatique, inquiétant, humoristique en même temps, il y a un petit peu d'humour quand même si le sujet est mystique. Et là, on est vraiment dans ce que tout le monde va s'accorder à qualifier d'original. Mais alors, l'originalité, qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que c'est si facile que ça de définir ce qu'est une œuvre originale et ce qui n'est pas une œuvre originale? Alors très souvent, on va opposer originalité à classicisme. On va dire, oh, ça c'est une œuvre classique, bon, c'est pas très original. Mais en fait, si on va voir un petit peu plus loin aux sources du classicisme, ou si on examine les œuvres qui sont des emblèmes du classicisme, on va passer l'image suivante. Voilà, alors, là, on est dans quelque chose qui est aussi... c'est plus récent que Dali, j'ai oublié le nom de cet artiste, c'est un peintre qui fait beaucoup de jeux d'images, de transformation. Donc on a de l'eau qui progressivement devient des jeunes femmes. Là, on est dans ce qu'on appelle un petit peu l'astuce, le truc. Hein, c'est très utilisé ce genre de système, ça a été beaucoup employé par René Magritte, un autre surréaliste. C'est très utilisé aussi dans la publicité, dans le monde de l'affiche. C'est vrai que ça interroge, ça chatouille le mental. Là aussi, on est dans une trouvaille qu'on va qualifier assez facilement d'originalité. Même si la facture, c'est pas le prix de l'œuvre, la facture c'est la manière de peindre, même si la facture est très très lisse, très classique, et même d'ailleurs si on va dire le sujet est classique en lui-même, puisque c'est la réunion de deux sujets classiques. On a une cascade au clair de lune, bon, quoi de plus classique, romantique, on va dire, comme sujet. Si vous éliminez les personnages qui sont en bas, bon, bah, c'est juste un paysage de cascade, comme on en trouve au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, dans l'art romantique, chez Caspar Friedrich par exemple. Et puis si on prend les parties qui sont en bas, bah, c'est des danseuses, et des tambourins, donc des danseuses aussi assez classiques, habillées en blanc. Donc là, on peut dire qu'il n'y a rien de très original dans les deux parties du tableau, sauf qu'elles sont réunies, et que c'est la réunion qui produit une sorte de choc, un choc mental assez amusant, parce qu'on se demande comment de l'eau peut devenir, évidemment, des femmes qui dansent. Image suivante. Alors là aussi, Zhao Wuqi, hein, pour les personnes qui connaissent Zhao Wuqi, ce tableau est très très célèbre. Là, on s'est complètement affranchi de toute représentation de la réalité. Il n'y a plus de danseuse, il n'y a plus de clair de lune, il n'y a plus de référence au monde physique, au monde visible habituel. On est dans de l'art abstrait. Et là aussi, en général, on va assez facilement convenir que c'est original. Voilà. Alors, il y a même des personnes qui, pour être sûres d'être originales, s'attachent à ne représenter absolument jamais rien qu'on puisse reconnaître. Elles ne vont pas faire ni de nature morte, ni de paysage, ni de personnage, surtout pas. Pour que ça ne soit pas classique, il faut que ça représente rien, en quelque sorte. Et donc voilà, c'est une façon de s'assurer qu'on fait quelque chose d'original. Là aussi, on va voir que c'est pas si évident que ça. L'image suivante. Alors là, on est dans un tableau de Poumerol. Poumerol est un artiste contemporain, je veux dire, qui vit parmi nous, et qui représente des choses, on va dire, ordinaires, mais simplement qui arrive à installer une ambiance extrêmement étrange, nostalgique, ici avec le sac d'école, et une école qui semble presque un peu abandonnée, dans un paysage assez mélancolique, quand même, on pourrait presque dire un peu triste, avec des couleurs grises. Eh bien, on voit qu'à travers quelque chose qui a toutes les allures du classicisme, dans la manière de peindre, et même, on va dire, dans le sujet, eh bien, s'exprime quelque chose de subtil, alors qui ne parle pas forcément à tout le monde, hein, on n'est pas forcément sensible à ça. Moi, j'aime beaucoup cet artiste, et je trouve que cet artiste est très original, parce qu'il arrive, à travers des formes apparemment classiques, à faire surgir des sentiments qui sont très profondément enfouis en nous. Image suivante. Alors là, on bondit dans le temps, on bondit en arrière, on recule dans le temps brusquement, et puis on se trouve devant un tableau qui est l'Annonciation à
la Vierge Marie par Léonard de Vinci, qui pour nous, depuis là où on l'observe, semble être une œuvre ancienne, presque un demi-millénaire, et qu'on va qualifier de classique, à la fois par la manière de peindre et par le sujet. C'est un sujet religieux en plus, et quand même on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi une énorme créativité dans la façon de représenter cette scène biblique? Est-ce que Léonard de Vinci avait un véritable ange pour le peindre tel qu'il l'avait devant les yeux? Ben non, bien sûr, il n'avait rien de tout ça. Le bâtiment probablement est aussi inventé, la composition est inventée, le paysage est inventé. On sait que les paysages que Léonard de Vinci représentait dans ses tableaux n'existaient pas là où Léonard de Vinci habitait. On a fait des recherches à ce sujet. Et donc en fait tout ça est extrêmement inventé, c'est vraiment sorti de son imagination. Il y a donc une créativité intense, et il y a aussi une originalité fantastique dans ce tableau. Et pourtant c'est quelque chose d'ancien, mais comme on s'est habitué à le voir, eh bien on oublie que c'est quelque chose de très original. Image suivante. Là aussi c'est quelque chose qu'on peut vraiment qualifier de classique, puisque c'est un tableau de Claude Lorrain, ou Claude Le Lorrain, Claude Gelée, dit le Lorrain parce qu'il était Lorrain, il est né à Chamagne, pas très loin d'ici. C'est un port. Alors, Claude Le Lorrain a peint beaucoup de ports, comme ça, des couchers de soleil sur des ports. Alors, le sujet est très classique. Enfin, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les ports de Claude Lorrain sont des ports imaginaires. Ça veut dire qu'il a inventé tout. Il a inventé la composition, il a inventé l'architecture. Et ce port n'existe pas. Et ça, c'est une chose à laquelle on ne s'attend pas toujours quand on regarde des peintures anciennes. On croit que les peintres se contentaient de reproduire ce qu'ils avaient devant les yeux, parce que, évidemment, on peut supposer que ces choses ont existé et qu'ils ont disparu, mais la plupart du temps, c'est faux. Généralement, tout est inventé, tout est recomposé. Donc on voit que, même dans les œuvres anciennes, il y a une créativité évidente. Et d'ailleurs, sa peinture n'aurait sans doute pas eu le succès qu'elle a eu s'il n'avait pas inventé tout ce qu'il a représenté. Image suivante. Voilà, alors là c'est un tableau de Watteau, l'embarquement pour Cythère, donc c'est un peu plus proche de nous que Claude Lorrain. Et là aussi, on a quelque chose qui nous semble, si on regarde rapidement, quelque chose de très figuratif, enfin quand même avec des fantaisies, puisqu'il y a des petits anges qui s'envolent, comme des petits oiseaux qui s'envolent. Et puis, il y a aussi une atmosphère extrêmement onirique dans ce tableau. Il y a beaucoup de rêves ici. Donc là aussi, encore, apparence de classicisme, un peu rococo, si on veut être précis dans les styles, mais aussi une très très grande créativité et une grande originalité, parce que l'ambiance qui est propre au paysage de Watteau, on ne la retrouve pas ailleurs. C'est quelque chose qui est vraiment propre à Watteau. Image suivante. Alors, là, on avance encore un petit peu, et on voit une œuvre de Max Ernst, donc œuvre du début du XXe siècle. Alors, je vous montre ça parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va essayer de voir le rapport qu'il y avait non seulement entre la modernité et le classicisme, mais aussi entre la créativité et puis la tradition. Alors, dans notre esprit, actuellement, la tradition, c'est le contraire de la créativité, de l'originalité, de l'innovation. Et ben, vous allez voir l'image suivante. Alors, regardez bien d'abord ce tableau donc, de Max Ernst. Vous voyez comment il est fait. Je pense que ça s'appelle Naissance d'un univers, il me semble, ce tableau. Et on va voir l'image suivante. Voilà. Vous ne trouvez pas que ça ressemble un petit peu? On peut faire un petit aller en arrière, aller-retour, voilà. Voilà. Bon, bah ça c'est une artiste, voilà, très bien. Voilà, on va rester sur celle-ci. Ça c'est une artiste contemporaine et traditionnelle, australienne. Voilà. Vous savez, la peinture australienne est très remarquable dans sa dimension abstraite, et aussi assez originale, je trouve. Et alors, on va avancer un petit peu, on va voir d'autres exemples de ça. Image suivante. Voilà, ça c'est un tableau du peintre Unders Wasser. Alors une peinture qui est très fantaisiste, à la limite entre l'abstraction et la figuration. On connaît quand même quelques éléments des visages, des maisons. On va passer une image suivante. Voilà. Et là à nouveau, on est dans de l'art traditionnel australien. Oui. Donc c'est intéressant de voir que
on croit souvent que le XXe siècle a inventé la modernité ou l'originalité ou même l'abstraction. C'est pas vrai du tout en fait. Quand vous allez voir dans des œuvres très très anciennes, même si vous remontez à l'Antiquité et puis même à la préhistoire, vous trouvez déjà de l'abstraction. Finalement, on trouve de l'abstraction déjà sur les décors de poterie, des abstractions géométriques. Les frises, c'est déjà de l'abstraction. Donc on n'a rien inventé de tout ça. Et d'ailleurs, souvent, quand on regarde bien comment les artistes du XXe siècle ont créé leur style, on se rend compte qu'ils ont puisé dans l'art traditionnel énormément. On connaît l'histoire des masques africains et du cubisme. On sait que Picasso était influencé par l'art africain. Beaucoup d'autres artistes ont reçu l'influence de l'art, de formes d'art très très anciennes, de l'art d'Extrême-Orient et même de l'art préhistorique. On continue. Voilà, Paul Klee, encore un artiste qui est vraiment une figure emblématique de la modernité, début du XXe siècle. Vous voyez la façon dont c'est travaillé, avec des petites touches. On continue, les images. Hop, à nouveau, de l'art aborigène australien. Et on peut faire un petit aller-retour entre les deux, on met Paul Klee, voilà, hop. Voilà, vous voyez pas, bon, il y a quelques... Alors, évidemment, c'est une astuce que j'emploie là, puisque j'ai pris des œuvres qui se ressemblent. Alors, c'est facile, on va sur Internet, puis on arrive à trouver des œuvres qui se ressemblent et qui ne correspondent pas au même univers. Mais on voit que le langage plastique, en fait, est assez proche, indépendamment de la ressemblance anecdotique. Donc, on peut dire que c'est certainement pas la modernité qui a inventé l'art abstrait, et qu'on trouve des formes d'originalité à toutes les époques et dans toutes les cultures. On avance ? Alors, si on veut aller un petit peu plus loin que ça, et qu'on fait appel aux philosophes, on va faire référence à deux philosophes importants qui ont pensé l'originalité, parce que s'il y a une chose que la modernité a inventée, alors la modernité, on va dire au moins depuis ce qu'on appelle les Lumières, depuis le XVIIIe siècle, c'est peut-être pas l'originalité, mais c'est les théories sur l'originalité. Parce que c'est vrai qu'auparavant, les philosophes de l'art, même si on remonte jusqu'à Aristote, un des plus anciens penseurs dont on a gardé des traces écrites, des pensées sur l'art, j'allais dire sur la création, mais justement non, parce que l'art n'était pas défini en premier lieu comme un acte créatif, on se rend compte que avant Emmanuel Kant, il n'y a pas beaucoup de penseurs, de philosophes qui ont mis en avant la question de la créativité et de l'originalité. Alors Kant le fait d'une façon justement assez originale. Kant nous dit que l'artiste, c'est quelqu'un qui est capable de produire des œuvres qui ont l'apparence des œuvres de la nature, donc qui ont la même spontanéité, le même apparent naturel que les œuvres produites par la nature, mais qui pourtant ne sont pas des copies des œuvres de la nature et qui ne sont pas non plus le résultat de l'application d'une règle. C'est-à-dire que quelque chose que l'on peut faire simplement en appliquant une recette, ce n'est pas, pour Kant, de l'art. L'art se manifeste à partir du moment où le fait de suivre une méthode n'est pas suffisant. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de méthode en art, il y a évidemment des méthodes. Il y a des méthodes pour apprendre, il y a beaucoup de méthodes qui concernent les techniques artistiques, la façon d'employer tel ou tel matériau, mais en revanche, il n'y a pas une méthode pour réussir à coup sûr une œuvre d'art originale. Il n'y a pas de recette pour faire quelque chose d'original. C'est d'ailleurs le propre de l'originalité. Il faut que l'artiste trouve l'origine de l'œuvre dans l'œuvre elle-même, dans le fait de la faire. Et à ce moment-là, il peut arriver que l'œuvre d'art devienne exemplaire. C'est-à-dire que l'artiste original, c'est pas celui qui va imiter, mais c'est pas non plus celui qui se soucie de ne pas imiter, c'est celui qui va faire école, qu'on va prendre comme un modèle, et qu'on va avoir du mal à imiter d'ailleurs, en général. Ce qui fait qu'on dit parfois que l'artiste original, ce n'est pas celui qui imite personne, mais celui que personne n'arrive vraiment à imiter. Si on poursuit un petit peu la réflexion de Kant, on arrive jusqu'à Schiller. Alors Schiller, c'est quelqu'un qui est un petit peu après Kant, et qui s'est inspiré de Kant, qui s'est fondé sur Kant, en partie, et qui a écrit un ouvrage très célèbre dans la culture germanique,
qui est moins connu en France, bien qu'il ait une portée mondiale, et qui s'appelle l'éducation artistique de l'humanité, ou l'éducation artistique du genre humain, suivant les traductions. Et Schiller a mis en évidence le fait que trois idées étaient intimement liées. L'idée de l'art, celle de la liberté et celle du jeu. Il fait remarquer que la création artistique ressemble beaucoup à l'activité des enfants qui jouent librement, qui jouent d'une façon spontanée et sans aucun souci. Vous savez, quand les enfants prennent un morceau de bois, puis qu'ils s'y mettent à plusieurs, on disait que tu étais un Indien, on disait que j'étais un cow-boy, ou on disait que j'étais un cosmonaute, etc. Ils s'inventent un univers comme ça, d'une façon assez gratuite, il n'y a pas d'enjeu, ils ne sont pas payés pour faire ce numéro, ils ne vont pas être notés pour ça, ils ne cherchent pas à faire bien, ils s'amusent tout simplement. Eh bien, Schiller a remarqué que dans la création artistique, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Ça ne veut pas dire pour autant que l'art est dérisoire, parce que Schiller est quelqu'un qui était lui-même, contrairement à Kant, il était un artiste, il était un poète, il était un écrivain, un homme de théâtre, et c'est quelqu'un pour qui, par exemple, la question politique était importante dans ses œuvres. Il a été très influencé par la Révolution française, il s'est posé la question de la liberté aussi par rapport à la politique. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui a prôné l'idée que l'artiste était totalement déconnecté des réalités politiques et sociales de son temps. Mais il a remarqué que le processus créatif était un processus de jeu, qu'il s'agissait de jouer, alors jouer avec les mots, si on est un poète, de jouer avec les formes, de jouer avec les matières, et de jouer librement, c'est-à-dire avec nulle autre intention que celle de trouver une règle qui sera propre à l'œuvre d'art qu'on est en train de créer, et non pas d'appliquer une règle qui existe déjà par avance. Voilà, on avance un petit peu. Voilà, donc là c'est une petite image de Kant pour aider à fixer ce que je dis avec des images. On va pousser un petit peu plus loin, on va voir Schiller, voilà, qui a un air très sérieux ici. Et là c'est l'enfant autour de Chardin pour illustrer cet aspect du jeu artistique. Voilà, je vous remercie pour cette première partie. Je vais laisser la parole à Sylvain. Alors donc je vais parler de l'énergie, mais c'est en continuation directe de ce que vient de dire Thierry. Et j'ai écrit de très très nombreuses pages. Il faudrait une quinzaine d'heures à peu près, si vous avez prévu de dormir ici. Si j'avais voulu dire tout ce que je venais de dire, mais en fait... j'ai synthétisé pour un quart d'heure, donc ça va aller. Tout simplement, je voudrais partir de mon expérience personnelle, qui finalement est sans doute votre expérience à vous tous. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'énergie, avant toute chose, dans le domaine de la peinture. J'essaie plutôt que de vouloir faire des théories, de ramener à des éléments que nous avons tous vécus. Ces moments intenses, nous sommes confrontés à un présent particulier, où l'énergie vibre, ça peut être dans tous les domaines. Et je vais rester dans la peinture. La première fois, par exemple, que j'ai ouvert un tube de peinture, ça a été pour moi, j'avais 8 ans, je crois, mes parents à Noël, et si vous voulez, j'ai eu cette impression bizarre, quelque chose de mystérieux qui se passait. Je ne sais pas si vous avez ressenti ce genre de choses. Il m'est très souvent arrivé ce genre d'événement. La première fois que j'ai peint une pomme, par exemple, j'ai réussi à donner le volume de la pomme, pour moi c'est pareil, j'ai eu une espèce de lien qui n'est pas simplement « Ah tiens, je prends ma petite main, je prends un crayon, et hop, je fais une pomme. Ah, elle ressemble à une pomme. » Non, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de magie, de bizarrerie, je ne savais pas comment la faire vraiment, j'ai lutté, souffert, etc. Et la pomme est arrivée. Eh bien, autour de ça, il y avait une énorme bulle d'énergie, je la qualifie d'énergie aujourd'hui, alors qu'il y avait très très peu de matière, un tout petit peu de bout de crayon sur un morceau de papier. En fait, j'ai eu de très nombreux moments comme ça dans le domaine de la peinture. Ceux qui font du pastel, il y a quand même un certain nombre ici. On sait très bien qu'on veut faire un œil, et puis avec le crayon, avec le pastel qui fait 2 cm, on écrase, et pouf, il y a l'œil qui apparaît. Ou un arbre. Juste en appuyant d'une certaine manière, quelque chose se passe qui fait que c'est impensable intellectuellement d'imaginer qu'on dessine un arbre ou un œil en appuyant avec un machin de 2 cm. Et pourtant, ça se fait. Et c'est très fréquent. Je pense que tout le monde a plus ou moins vécu ça. Et en fait, il y a ce côté improvisé, improbable, qui est toujours présent et qui m'a toujours interpellé. Bien sûr, c'est avec le recul d'aujourd'hui.
Au niveau, j'ai ressenti aussi quelque chose de mystérieux avec un monsieur qui venait prendre des cours avec moi. C'était un monsieur de 80 ans, 85 ans à l'époque. Il était vraiment mauvais. Et donc, mais dans le sens, je dis ça dans le sens avec beaucoup d'affection, mais il n'y arrivait pas. Mais il avait la flamme dans son œil. Vous savez, d'ailleurs j'en parle aujourd'hui, c'est pas pour rien. J'y arriverai. Et la fois d'après, à la fin de la séance, quand il s'était bien planté, il avait toujours le regard du tigre. Et la fois d'après, il dit j'y arriverai. Eh bien, il y a un autre type d'énergie. Il n'y a pas que la manière de faire la peinture. Il n'y a pas que le succès sur la feuille ou sur la toile, dans la relation sociale. Il y a aussi cette puissance d'intention. Vous voyez, je fais une espèce de nébuleuse au niveau d'éléments que j'ai perçus. Ensuite, nous avons tous sans doute, alors là, vécu cet événement en allant dans un musée. Alors que nous étions gamins, on a vu par exemple de très très nombreux tableaux sur des photos ou dans des livres. Et puis on arrive dans le musée et on voit pour la première fois un tableau de Renoir. Eh bien, même si bien sûr je peux admettre que c'est un conditionnement, c'est-à-dire qu'à force de voir, on m'a dit ah Renoir c'est bon, Renoir c'est bon. Mais malgré tout, même si ça traite un conditionnement, je me rappelle de la magie d'une espèce d'aura que j'ai ressenti en voyant un tableau de Renoir ou de Van Gogh à Amsterdam. Et donc, il y a tout un lien, tout un contexte extraordinaire autour de l'art. En plus, si on regarde, d'autres aspects, à travers l'enseignement, j'ai des millions de fois vu qu'à travers ce que l'on croit savoir, à travers ce que les gens, quand ils étudient dans les cours, quelques personnes sont venues dans mes cours, ils m'ont fait l'honneur de venir, ils sont ici, mais en fait, on voit bien qu'il y a un enjeu bien supérieur derrière cette approche que le simple fait d'apprendre à peindre. Il y a une espèce de jeu, quelque chose de mystérieux. Eh bien, derrière tout ça, je ressens une profonde énergie. C'est le véritable sens de l'art, parce que c'est profondément lié à notre condition humaine, et ça nous amène ailleurs que les représentations sociales. Alors, la question, c'est pourquoi nous sommes tous touchés par des œuvres d'art, ou des fois bouleversés, hein? C'est valable aussi beaucoup dans le domaine de la musique, mais je vais rester dans le pastel et la peinture. Pourquoi l'art a-t-il autant d'importance dans l'histoire? On pourrait dire, bon, alors là, il y a les seigneurs, les châteaux, puis pouf, on met un petit peu de décoration. Alors que c'est pas ça du tout. On voit bien que derrière toute l'histoire de l'art est l'enjeu de la conscience humaine. Et que tous les témoignages dont on vient de parler Thierry représentent quelque chose de très très puissant, des fois infiniment plus puissant que tous les guignols qui nous dirigent. On est bien d'accord. Bon, enfin, je sais pas, peut-être pas. Pourquoi tant de personnes pratiquent la peinture? Pourquoi tant de personnes, des millions de personnes pratiquent la peinture? C'est pas seulement pour faire tâter le voisin, etc. Il y a une quête, la plupart du temps, je reconnais qu'elle est inconsciente. Mais c'est très très important, vous vous rendez compte, des millions, je parle que de la peinture, si on ajoute. Et en quoi est-ce que cela n'est pas la véritable civilisation que nous sommes en train de créer? Une petite question. Hein. Voilà. Alors comment l'art peut nous amener à une autre réalité aussi? Qu'est-ce que la réalité? Bon, j'en parlerai rapidement. Ensuite, l'œuvre d'art est-elle un objet? C'est des petites questions intéressantes. Eh bien, moi, ma réponse, je dirais que tout ça n'est en fait qu'un écoulement d'énergie, d'un flux très particulier, dont je vais parler tout de suite. Et que toutes les formes, toutes les représentations, toute l'image que l'on se fait de la réalité n'est en fait qu'une espèce de réalisme naïf, une sorte d'image d'Épinal, qui ne correspond pas à la réalité. Je vais essayer de vous prouver. Voilà, je prends des risques. Hein. En fait, tout d'abord, l'énergie, il faut la qualifier de manière... Là, c'est la peinture chinoise qui dit ça. Vous savez, ces peintres qui, avec juste un gros pinceau très humide, avec de l'encre, font des traits très rapidement, par exemple, sur un papier qui fait un dixième de millimètre, et qui doivent réaliser tout un souffle, une incarnation microscopique de matière, mais plein d'énergie. Eh bien, ça m'a donné une certaine indication. Eh bien, ces peintres chinois ont une notion très importante, c'est la notion d'énergie perverse et d'énergie saine. Bon, je ne vais pas développer, mais malgré tout, mettez ça dans un petit coin, parce que c'est extrêmement important. Il ne suffit pas d'avoir de l'énergie, il faut aussi qu'elle soit orientée avec une certaine
C'est un enjeu, mais je ne peux pas en parler, ce serait trop long. Alors, qu'est-ce que l'énergie? Alors déjà, je vais vous déstabiliser un peu. Écoutez, Thierry, il a parlé de Kant. Moi, je peux parler de mécanique quantique. Hein. En fait, simplement, l'image de la réalité. Alors, très souvent, on nous dit, il y a les artistes qui sont des rêveurs, qui sont en dehors de la réalité. Et puis, il y a les gens sérieux, raisonnables. La réalité. La réalité. Eh bien, en fait, les scientifiques, actuellement, enfin, j'aime pas dire ce mot-là, les artistes scientifiques qui s'intéressent à la réalité de la matière, de l'espace, du temps, sont en train de complètement faire exploser tout le système de représentation. Mais concrètement, on pourrait dire, scientifiquement maintenant, on pourrait dire, c'est prouvé, vous savez, plein de gens disent ça. Tout simplement, c'est que la notion de réalité disparaît complètement. Dans la mécanique quantique, tout n'est que flux, tout est vibration, et il n'existe pas d'objet. L'objet, on va dire, pour illustrer un objet, c'est une vague. Une vague, on peut la photographier, on peut la voir, mais en fait, ce n'est qu'une onde. Elle n'existe pas vraiment, on ne pourrait pas dire quel est son nom, son prénom. Sauf que nous, en tant que personnages, nous sommes des vagues très complexes, et on peut donner l'illusion d'exister. Et en fait, le simple fait, c'est que la mécanique quantique remet en question le temps. Le temps, on pourrait revenir en arrière, dans le passé. L'espace, est-ce qu'il existe? Ils en doutent beaucoup. Et en fait, il y a une véritable explosion. C'est complètement fou de voir que c'est la science elle-même qui amène dans des éléments qui sont d'une totale folie. D'ailleurs, on voit aussi derrière la science, j'en glisserai un petit mot, dans l'augmenté, dans l'informatique, etc. Quelque chose est en train de se passer. Et je veux en parler parce que c'est le rapport à l'énergie qui est présent dans tout ça. Donc, en fait, nous sommes dans un monde complètement fou comment dire, l'univers lui-même n'est pas reconnu comme ayant une véritable existence définitive avec un temps, un espace. Bon, ça c'est déjà dur à comprendre en général. J'ai mis beaucoup de temps au moins à me poser la question. Alors, deuxième élément, il y a le rapport à la perception. Cette énergie donc, qui n'existe pas, qui n'est qu'approximative, qui est complètement folle au point de vue de notre conscience, maintenant nous allons la percevoir. Et dans cette perception, qu'est-ce que nous percevons? Eh bien, toujours pareil, ces scientifiques qui... Enfin, j'aime pas dire ça, mais ces personnes qui se sont intéressées aux vibrations se sont rendues compte dans la mécanique quantique que l'espace vibratoire de nos 5 sens ne représenterait qu'une partie infime des vibrations qui constituent la véritable réalité du monde. Ce qui fait qu'ils envisagent des mondes parallèles, etc. Enfin bon, comme dans les films de science-fiction. Mais ça devient une forme de réalité qui devient technique même. Hein, enfin bon, c'est un autre sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce monde-là, lorsque nous le percevons, eh bien, là, je ne vous vois pas, vous n'existez pas. Je vois un flux qui arrive dans mes yeux, ça rentre par mon nerf optique dans mon cerveau, et l'image que j'ai de vous, c'est une reconstitution totale. Alors on va dire, ouais, on se reconnaît, etc. Oui, mais bon, que ce soit la matière qui compose le monde, elle a 2 milliards d'années, et en fait, c'est 2 matières qui se reconnaissent, et il y a une espèce de consensus qui fait qu'on arrive à retrouver des pistes, et on dit, ah, c'est la réalité. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans cette infime frange de perception de nos 5 sens, alors, j'ai pas compté, mais il paraîtrait, enfin, moi j'ai lu en fait qu'il y a 11 millions d'informations à la seconde qui nous arrivent dans l'esprit. Bon, je suis prudent avec ça, hein. Mettons que ce soit 100 000 même, c'est pas grave, je ne les ai pas comptés. Mais on dit 11 millions. Et sur les 11 millions, tu parlais un peu d'inconscient tout à l'heure, eh bien, 40 seulement sont accessibles à notre conscience de veille. C'est-à-dire que nous ne voyons que 40 pour 11 millions d'éléments sur une bande qui elle-même ne représente qu'un 100 millième ou un millionième des vibrations potentielles de la création de l'univers. Et on en fait tout un cake. Non mais vous imaginez. Et c'est à partir de là que les gens vont définir la réalité, etc. Vous comprenez, on joue petit bras là. Et justement, l'intérêt de l'art, c'est de passer à un cap super différent. Alors ensuite, en tant qu'artiste, lorsque nous peignons, on peint avec quoi? De la matière. C'est pas du Lego, hein. C'est pas des petits bouts de Lego. J'ai regardé dans un microscope. En fait, chaque espace de matière, dans chaque endroit différent, a une forme différente, une énergie différente. Ce sont des univers. Si vous prenez un microscope électronique, vous ne voyez pas dans un pastel, si on creusait, on ne verrait pas
tiens, pastel, pouf, sonnelier, je sais pas quoi, ce seraient des jeux de matière, des poudres, des planètes, ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, on verrait des choses complètement diversifiées, complètement folles. C'est un univers vivant. Donc en fait, on parle d'un monde qui n'existe, qui invraisemblablement, totalement infini et éternel, d'une certaine manière, où le temps n'existe pas plutôt. Ça passe à travers des perceptions dont je viens de parler, et on utilise, pour essayer de réaliser ça, une matière qu'on ne connaît pas, mais qui est porteuse d'un ensemble d'énergie incroyable. Et en fait, on revient à des logiques, ce que décrivait l'alchimie, c'est-à-dire que quand on peint, par exemple, dans la mécanique quantique, le simple fait de se concentrer sur un élément, on le modifie par la pensée. On revient à des trucs qu'on disait de manière un peu naïve dans le temps, et la science s'en rend compte, on modifie la nature de la matière simplement en se concentrant. Alors imaginez un pasteliste ou un peintre, quand il peint, toute l'énergie mentale qu'il va mettre et l'imprégnation qu'il va donner. Et dans ce sens-là, si vous voulez, ça me fait penser à comment dire, l'attitude qui est nécessaire pour aborder cette partie. Et donc, attendez voir, en fait, quelque part, nous sommes beaucoup plus comme des surfeurs quand nous pratiquons un art, dans cet univers qui est un gigantesque océan, chaque vague étant quelque chose. Voilà, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. J'allais, au fait, fermer mon portable, s'il vous plaît. Voilà. En fait, individuellement, nous sommes perdus dans ce monde gigantesque, dans l'océan, et nous avons une planche, ce qui est peut-être un peu la matière qu'on utilise quand on peint, et notre équilibre, notre faculté de rester debout sur la vague et de profiter ici, à l'endroit où se trouve la vague, d'une certaine manière, pour se déplacer dans l'océan et d'en profiter. Voilà un petit peu plutôt la manière que je conçois l'énergie dans la peinture. Nous ne sommes plus... oui, les images ne sont pas tout à fait en cohérence, mais oui, c'est possible de mettre un peu... pour illustrer. Par exemple là, la peinture chinoise, voilà, l'idée, ça s'est fait en quelques secondes souvent, donc vous imaginez l'importance. Alors, il s'ensuit un certain nombre de comportements. Pour pouvoir peindre correctement en 10 secondes un tableau comme ça, peut-être que le peintre chinois a passé 2 jours à méditer. Vous comprenez? Nous ne sommes pas dans la logique de l'objet où on dit, voilà, on doit produire tant de tableaux pour vendre à telle galerie, etc. Nous ne sommes plus dans le monde de l'objet. Et les choses arrivent quand elles arrivent. C'est pas important, l'important c'est dans la manière, dans l'élégance. C'est ce qui qualifie l'art finalement. Alors, l'attitude, donc se connecter, alors il y a aussi un élément très important, c'est que l'énergie n'est pas seulement quelque chose de flou comme ça. Par exemple, dans un tableau, vous avez plusieurs niveaux. On pourrait avoir d'autres catégories, mais on pourrait dire qu'il y a d'abord une matière, un matériel, pardon, ou le pastel, ou l'huile, etc., ce dont je parlais tout de suite. Il y a une matière, c'est-à-dire une certaine vibration, une graphologie, je dirais, une écriture qui est de nature plus énergétique directement, c'est notre graphisme. Il y a la couleur qui elle-même est une autre forme d'énergie, on s'en rend compte. Une couleur rouge n'aura pas le même effet qu'une couleur bleue, etc. Donc ça a une action très importante. La composition aussi va jouer un rôle très important. Si j'ai un angle qui se dirige comme ça sur madame, voilà, vous allez ressentir quelque chose. En fait, il y a une imprégnation dans les formes, dans la composition qui est très importante. Et puis, la synthèse de tout ça va nous donner une certaine lumière. Et en fait, ces 5 niveaux dont je viens de parler sont des niveaux différents, mais des niveaux énergétiques qui sont à l'intérieur du tableau. Et si on regarde bien aussi, à chacun de ces niveaux, il peut y avoir différents types d'énergie. On peut avoir une énergie douce, une énergie puissante, une énergie diversifiée, une énergie très organisée, une énergie centralisée, etc. Et à chacun des niveaux. Et de manière différente à chacun des niveaux. Qu'est-ce que ça va donner? Une possibilité, ici et maintenant, d'observer comment nous réagissons au monde et comment nous organisons notre propre énergie par rapport au monde. Donc ça peut, c'est l'origine sans doute de ce qu'on a appelé, avec beaucoup de tarte à la crème aussi, l'art-thérapie. Mais quelque part, il y a une manière d'organiser sa vie intérieure, de comprendre
en jouant toujours, ce que disait Schiller, le jeu, à travers le jeu, on peut mieux comprendre comment cette énergie s'écoule. Donc, il y a un élément très très important dans tout ça, c'est que l'énergie, on peut constater sa présence. À la limite, je vous invite à le faire. Moi, je ne veux pas faire de catéchisme avec ça, hein. C'est juste une petite présentation. Mais, à mon avis, l'élément important, c'est comment on trouve un équilibre. Hein. Je parlais du surfeur. C'est cet équilibre qui qualifie, à mon avis, la puissance artistique. Sans équilibre, on va nulle part. On tombe dans l'eau, hein, comme le surfeur, et on est englouti. Enfin, on nageote et on va sur la plage. Mais cette quête d'équilibre, c'est cette envie de vivre et de participer à toute cette beauté et toute cette énergie. Alors, donc, bon, je passe. Alors maintenant, l'attitude, rapidement. L'attitude, c'est positif, c'est de connecter une certaine énergie universelle. Alors, il y a deux choix. Soit on se cale sur l'énergie universelle pour finalement lui donner une autre forme à travers nous-mêmes, puisque nous en faisons partie. Soit on se branche sur l'énergie sociale, c'est-à-dire l'art sociétal, on va dire. C'est-à-dire la mode, bon, actuellement, faut pas de ceci, faut pas de cela. Il y a toujours eu des jeux de mode qui sont un problème, à mon avis, dans le domaine de l'art, c'est justement l'imitation. Et plonger directement dans l'énergie du monde dont je parlais, c'est forcément être original. Que l'on peigne une pop, peu importe. Et c'est ça qui est intéressant. L'originalité ne vient pas de l'extérieur, peut venir que de l'intérieur, quoi que l'on fasse. Et inversement, quoi que l'on fasse pour être original en se branchant sur l'art sociétal ou l'art extérieur, on est forcément un imitateur, même quand ça fait semblant de prendre des formes originales. Comment ? Oui, c'est facile de passer de manière formelle. Alors, il y a un aspect intéressant, j'ai parlé de type d'art, par exemple là, c'est un art extrêmement minutieux, spirituel, axé sur la spiritualité. Il y en a d'autres aussi après. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette vision est extrêmement spirituelle. C'est-à-dire que la forme est très très lourde, très très lente, mais à chaque coup de pinceau, il y a une présence, une intensité, un désir d'approfondir, de prier, évidemment dans l'art orthodoxe. Là, c'est pareil pour les tankas tibétaines. Et ce qui est intéressant, alors, c'est un petit clin d'œil à l'énergie aussi qui est assez curieux, c'est que ça, ce sont des mandalas faits avec du sable. Celui-ci est fait avec du sable, je sais pas. Ouais. Et en fait, ils vont travailler à 5, c'est les moines tibétains, ils vont se mettre à 5 autour de l'œuvre. Ils vont mettre un mot, et à la fin, ils le balayent, ils le jettent. Pourquoi ? Parce que l'œuvre existe, l'importance de l'œuvre est dans le mouvement, dans l'intention et la forme. Et derrière, il se trouve une grande énergie. Pourquoi ? Parce que simplement, là, comme je suis en train d'en parler, s'il l'avait mis en vente, etc., et qu'il soit à New York, ça ne m'intéresserait pas. Alors que c'est spectaculaire de voir que des gens font des approches de rupture complète avec la notion de l'objet. Donc il y a évidemment, en plus de cette connexion à l'énergie universelle, c'est l'idée de plonger dans l'inconnu. C'est difficile de nager, d'apprendre à nager et de tenir le bord de la piscine. Et quelque part, c'est ça l'enjeu. Nous sommes tous habitués, surtout en Occident évidemment, à être des êtres matériels, et l'énergie n'est qu'un petit truc qui nous fait déplacer le corps. Voilà, j'ai de l'énergie, je déplace mon corps. Ah oui, d'accord. Mais le corps, il ne bouge pas, rien ne bouge. Nous sommes dans un monde matériel. Alors que l'idée de la peinture et des arts plastiques, c'est de plonger dans l'inconnu. Et ce plongeon dans l'inconnu est quelque chose, cette audace, c'est peut-être ça que tout le monde ne peut pas faire. C'est-à-dire que, dans le sens, toute personne qui fait ce plongeon dans l'inconnu devient un artiste. Et en fait, j'aime bien dire ça, je suis en général, quand je rencontre dans des conférences, je dis je suis plus peintre que vous. Enfin, pas tout le monde, parce qu'il y en a qui le sont comme moi, professionnellement par exemple, mais je ne suis pas plus artiste que vous. Ici, chaque personne a le même potentiel artistique que moi. Je trouve que c'est un des éléments extrêmement importants. En fait, l'importance, en fait, c'est aussi un élément qui est souvent négligé, le travail de la technique. C'est la politesse du peintre. C'est-à-dire, face à cet extraordinaire monde, la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de consacrer quelques mois à quelques années à rendre notre technique la meilleure, un peu comme un hommage à cette extraordinaire beauté dans laquelle nous sommes. Et donc, et tout ça nous permet, d'enlever les voiles. En fait, nous n'avons rien à rajouter
mais vont plutôt des choses à enlever ce qui nous empêche. Et donc, bon, après, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Maintenant, je voudrais juste dire un petit mot sur, comment dire, l'artiste, quelque part, nous tous. En fait, si nous utilisons réellement notre puissance artistique, nous devenons des hommes augmentés naturels. Et ça s'oppose actuellement à l'homme augmenté, vous savez, Google, là, les cinglés qui veulent vivre éternellement. Et quelque part, nous sommes à une époque formidable où l'art peut sauver le monde, comme dirait Joseph Beuys, qui montre bien que l'art, derrière l'enjeu de l'art, c'est quelque chose de très très important, qui touche même la nature même de notre survie spirituelle, mais peut-être même plus loin que ça. Parce que la pratique de l'art, c'est avant tout la mise en mouvement d'une énergie incontrôlable, ce qui fait que chacun d'entre nous, comme nous sommes 100 fois une personne. Nous ne sommes pas 1000 fois 100 personnes. Et nous sommes donc très subversifs, capables de savoir ce qu'on veut. On n'a pas besoin de papa, on n'a pas besoin de président, on n'a pas besoin de tout ça. Il y a forcément, dans la pratique de l'art et la maîtrise de l'énergie, une très grande indépendance, voire une très grande liberté. Et puis, bon, je vais m'arrêter là. Je voudrais juste montrer ensuite comment dire, bon, ça c'est la photothéorie, vous savez, c'est la manière de voir l'énergie juste autour des objets. Ça c'est photographié avec des photographies qui sont à la limite du champ visuel. Et donc, vous voyez un petit peu, et imaginez ce qui se passe quand vous peignez, il se passe la même chose, mais c'est avec votre bout, au bout du pinceau, vous avez des choses comme ça. Voilà, et il y a une certaine manière, pour ça je vous incite à tous devenir les artistes de votre propre vie, et d'une certaine manière, vous devez, un petit peu comme les Karate Kid, je cite toujours une petite phrase de Maître Ueshiba, le fondateur de l'Aïkido, un journaliste sans doute qui s'intéressait au football, il lui a demandé s'il pouvait être vaincu. Alors il l'a regardé sans doute un peu dubitatif, et il a dit comment voulez-vous vaincre l'univers? En fait, quelque part, à l'intérieur de nous-mêmes, lorsque nous sommes au centre de nous-mêmes et que toutes ces choses dont je viens de parler, qui circulent naturellement, au-delà de notre conscience, se mettent en mouvement, nous sommes absolument invincibles. Et c'est l'idée de, vous savez, l'ère du Verseau, c'est quoi? C'est simplement un homme qui porte une jarre et l'eau elle coule indéfiniment. Et toute cette eau qui coule, en fait, il y en a toujours de plus en plus. En fait, elle est inépuisable. Et donc, quelque part, c'est l'homme qui est au cœur de l'énergie, qui est l'artiste de sa propre vie et qui change le monde. Alors, je voudrais juste maintenant parler de... passer un peu plus loin. Voilà, c'est le cosmos. Voilà. Non, c'est pas celle-là la première. En fait, je voudrais raconter une petite aventure avec... Il y a Yves qui est ici, tu peux te lever. Comme ça. Voilà. Donc, j'ai eu l'occasion de faire le portrait de Yves. C'est possible, il n'est pas dans l'ordre? Il y a le début, non, ça c'est la fin. Bon, en fait, il y a plusieurs scènes. Voilà. Alors donc, première étape quand on est face à un portrait. Alors je vais incarner ça pour conclure. En fait, quelque part, nous sommes d'abord dans un univers particulier. C'était à Courchevel, on était un petit groupe, et puis il y avait du public, il y avait une trentaine de personnes. Il faisait beau, il y avait les montagnes derrière. Déjà, il y a le contexte. Il ne faut jamais enlever le contexte qui lui-même reprend une grande énergie. Ensuite, il y a l'énergie de notre ami Yves qui était là. Donc la première étape, c'est entrer en relation avec le personnage, avec le regard, le mystère, parce que tout ça, il y a tout l'univers contenu dans la tête de Yves, il ne faut pas l'oublier. Et puis moi-même, donc il fallait que je me mette un petit peu en phase, rassembler le matériel, et puis pouf, et à un moment donné, la suivante. Alors donc, là, j'ai fait quelques traces sur le papier. En fait, ces petites traces me permettaient de signaler énergétiquement une sorte de fantôme énergétique. J'aime bien faire ça parce que entre la feuille blanche et les traces énergétiques, c'est pas pareil. Encore. Alors là, je suis en train de cadrer aussi. Bon, c'est un petit élément technique. La suivante. Alors là, vous voyez, j'ai juste mis en place quelques éléments. Juste comme un jeu. C'est-à-dire, je ne m'occupe pas, je n'ai pas réfléchi. Je réfléchis jamais. Je déteste réfléchir. Et donc là, quelque part, je mis vaguement la patate, l'endroit où ça se passe, quelques traces qui vont indiquer un mouvement sur lequel je vais surfer justement. Et ça m'aide un petit peu à éviter le dessin coloriage, le terrible dessin coloriage, pas dépassé. Alors, suivant.
Alors là, ça avance un petit peu, voilà, c'est encore dans une logique un peu abstraite, mais malgré tout, je prends des repères. C'est là où la technique, quand même, doit accompagner, hein, sinon c'est catastrophique. Le suivant. Voilà, donc là, je commence à indiquer le niveau des yeux, 2-3 repères au niveau des yeux. Hein, le suivant, maintenant. Ah oui, là, ça va vite. Bon, puis là, donc j'ai fait... Après, je fais les yeux, et à partir des yeux, je construis l'ensemble. En fait, il y a un équilibre à trouver entre le jeu de l'abstraction ludique, pour s'amuser, et puis à un moment donné où il y a des formes qui prennent. Et puis là, vous voyez, vous cherchez, tac, c'est là. C'est comme ça que l'œil se fait. Sans réfléchir, jamais. Mais malgré tout, en suivant une certaine stratégie, une certaine rigueur et certaines précisions. Voilà, encore. Puis voilà, donc... là, je continue. Ensuite, je nourris. Quand il est comme ça, il est déjà incarné. Mais très peu incarné. Mais curieusement, ce qui est intéressant, on revient à ce que je disais pour les 40 éléments sur les 11 millions qu'on perçoit consciemment. Inversement, quand on peint, c'est justement en éliminant tous les éléments superflus que l'on restitue avec peu d'éléments la réalité. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc c'était un petit peu l'idée de l'expérience. Ça avait été un grand moment. Et c'est vrai qu'il y a aussi un partage humain, on se connaît un petit peu mieux, il y avait le public, et tous ces éléments, c'est ce que j'appelle l'énergie de la peinture. Voilà. Et c'est comme ça qu'on sauve vraiment tous, n'est-ce pas? Voilà, merci. Oui. Bien. Bah, écoutez, si vous avez des questions, j'espère que vous en avez, puisque cette présentation, finalement, était une provocation au débat. Donc je suppose que parmi toutes les bêtises qu'on a racontées, il y en a certaines qui vous ont plus frappé que d'autres. Et si vous voulez aussi des précisions sur certains points, c'est l'occasion ou jamais. Alors je vais passer avec le micro, et puis je vais donner la parole aux nombreuses personnes qui vont tendre la main pour la voir. Ou bien je désigne des volontaires. Avant d'appréhender la couleur comme ça, vous avez fait une école Beaux-Arts quand même, non? Ah, surtout pas. Non. Alors, c'est-à-dire que les études, c'est un approfondissement de l'ignorance. Pour moi, donc, surtout dans le domaine de l'art. Je suis un peu dur, hein, mais... non, c'est-à-dire que dans le domaine de l'art, je crois que c'est très important de découvrir par soi-même, justement. Sinon, on insuffle la mécanique extérieure, les idéologies extérieures, etc. Et même quand c'est bien fait, avec des gens bien intentionnés, ça nous paralyse beaucoup. Par contre, voilà, c'est un travail individuel, autodidacte. Et en même temps, tu donnes des cours. Oui, voilà. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas encore prendre des cours auprès de toi-même, donc... je nuance un petit peu ce que dit Sylvain. Oui, je nuance ce que dit Sylvain aussi par rapport à ce que je sais qu'il pense. C'est-à-dire que l'apprentissage artistique est important. Ce qui est essentiel, c'est que l'énergie de l'apprentissage vienne de la personne qui veut apprendre. Donc ça signifie que la dimension scolaire est très peu compatible avec l'apprentissage artistique. Alors évidemment, un jeune qui en veut beaucoup va se servir de son école d'art. Et à ce moment-là, il sera dans une dynamique créative lui-même. Mais comme je le dis souvent aux personnes que je forme et que je prépare au concours d'entrée de différentes écoles d'art, Beaux-Arts ou autres écoles d'art, ce qui est essentiel, c'est de comprendre que on ne peut pas juste apprendre l'art en recevant un enseignement. C'est-à-dire qu'il faut se servir des professeurs, en réalité. Il faut se servir de l'école, se servir des professeurs. Et puis, alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que il faudrait faire un débat complet sur les écoles d'art, sur l'histoire des écoles d'art officielles, sur l'histoire des beaux-arts en France, qui est aussi quelque chose d'intéressant. On en parle souvent d'ailleurs entre artistes, hein, des beaux-arts, de la qualité relative des différentes écoles des beaux-arts. C'est très inégal, suivant les régions. Bon, il y a de la bonne volonté, hein, comme partout, chez les professeurs, chez les directeurs, etc. Mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous partout, pour diverses raisons très complexes qu'on n'a pas vraiment le temps d'aborder ici. Alors concrètement, Sylvain, tu as passé le concours des Beaux-Arts de Nancy, je crois, mais tu n'y es pas resté. Non, je ne suis pas allé.
Ah, tu n'es pas allé, non mais tu avais passé le concours, je veux dire, c'est vrai. Ah, même pas, d'accord, ok. Parce que je croyais qu'il était resté très peu de temps. 68. Ah, 68, ah, d'accord, voilà. Alors, moi j'ai passé le concours des Beaux-Arts de Nancy, mais j'y suis resté quelques jours seulement, parce que je n'ai pas estimé que c'était l'endroit où je pouvais le plus apprendre. Donc j'ai appris au contact de différentes personnes, à travers des rencontres, et à travers aussi une pratique personnelle très intense. Mais il est vrai que depuis, il y a un mouvement qui passe à travers le monde qu'on appelle le mouvement des ateliers. Il s'appelle comme ça en fait. Il existe aux États-Unis, il existe en Italie, enfin en différentes parties d'Europe. Et ce mouvement consiste en la redécouverte de l'intérêt de faire des études classiques au service de la créativité. C'est-à-dire que justement dans la mouvance de mai 68, un peu partout dans le monde, dans la mouvance, on va dire, révolutionnaire, maoïste et post-maoïste, etc., des années 60, eh bien on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. Et le bébé, c'est la technique, hein, l'eau du bain, on va dire, c'est l'académisme. Et voilà, on a voulu supprimer l'académisme pour former à l'originalité, mais comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de recette pour l'originalité. Alors en revanche, il y a des recettes pour apprendre à faire correctement du pastel sur un bon papier, avec les bons pastels, avec les bonnes étapes. Il y a des recettes pour construire une pomme. Mais si on veut directement enseigner l'originalité, on se transforme un peu en gourou. C'est ça le problème. Parce qu'on peut pas, si vous voulez, on ne peut pas enseigner la spiritualité, c'est assez vague. On peut enseigner la façon la bonne posture, la bonne manière de respirer. Parfois même, on peut enseigner aussi l'art de penser. Hein, un philosophe enseigne l'art de penser aussi, l'art de bien raisonner, de bien parler. Mais tout ce qui est magique, on ne peut pas l'enseigner. C'est le problème, donc, des écoles d'art dans lesquelles on trouve des professeurs qui n'enseignent plus de technique et qui veulent directement enseigner la magie artistique. Alors ça devient des professeurs de magie. Voilà. Alors, dans le domaine des professeurs de magie, vous avez parfois des vrais magiciens, puis parfois des illusionnistes. Un petit mot pour dire que, effectivement, les ateliers, je pense qu'il est bien plus intéressant d'aller voir 5-6 ateliers différents pour apprendre des choses différentes plutôt que d'avoir un seul pôle, quoi. C'est-à-dire que c'est un mal nécessaire d'apprendre, et je pense que si on se limite à la technique, c'est très très intéressant par contre. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est la technique. Et dans les ateliers, on apprend plus la technique. Voilà, donc, et surtout pas les écoles. On va se faire passer le micro en suivant là. Donc moi j'ai pas de questions à poser, mais c'est une observation. J'aurais aimé, Sylvain, que tu commentes un peu toutes les images qui avaient été choisies là, pour illustrer l'énergie. Il y avait des très beaux tableaux et tu n'en as pas parlé. C'était possible de les revoir et puis de commenter. Ah oui, bon alors, faut revenir en arrière, avant le portrait. Bon. Ah, ça c'est les deux gars. En fait, alors il faut savoir aussi que les peintres dans différentes époques sont liés non seulement à l'énergie, mais à l'énergie du temps. Pendant l'époque impressionniste, ou un petit peu dans cette époque-là, il y avait les révolutions, il y avait l'apparition dans le domaine de la peinture des peintures, des tubes, donc possibilité d'aller dans la nature, intention de libération, pression sur la photographie, plaisir de faire autre chose, et résultat des cours, donc ça donne un univers. Bon, Degas c'est un peu différent, enfin oui, c'est comme dans cette mouvance. Donc c'est intéressant de voir que dans ce cas-là, l'énergie n'est pas coupée du matériel de l'époque, de l'ambiance de l'époque, de la politique de l'époque, etc. Un mot ? Je voudrais dire aussi un mot à ce sujet, qu'on voit que Degas a utilisé le pastel aussi d'une manière originale par rapport à l'histoire du pastel, c'est-à-dire qu'il l'a utilisé d'une façon un peu impressionniste, en jouant sur le pigment. Alors il avait une technique assez intéressante, je ne sais pas si les pastellistes qui sont présents ici sont intéressés à la technique de Degas. Il mélangeait le pastel avec de l'eau chaude en fait. Il faisait couler de l'eau chaude sur le papier. Je crois qu'il travaillait étrangement sur des papiers assez lisses et qu'il se posait le problème de la fixation du pastel comme tous les pastellistes. Hein. Parce que le pastel c'est un pigment qui ne contient pas de fixatif en lui-même, autre que celui qui réunit la poudre en un bâtonnet justement, je crois qu'on va en parler après. Et à partir du moment où on frotte
le pastel, eh bien, comment dire, il n'y a plus de liant, il n'y a plus de colle. Donc ça tient uniquement de manière mécanique si le papier a des possibilités par son gravité lui-même, par son velouté de le retenir. Donc il s'est posé cette question-là techniquement, il l'a mélangé avec de l'eau, etc. En même temps, je voulais aussi dire à ce sujet que il y a différentes façons d'être original, il y en a de nombreuses évidemment, mais on peut globalement les classer en deux grandes catégories. Il y a deux catégories qui sont difficilement compatibles. Vous avez parfois des personnes qui vont prendre des sujets extrêmement classiques, comme Degas ici, des sujets simples, ordinaires, tout à fait ordinaires, parce que bon, c'est vraiment très ordinaire, hein, parce que c'est une personne à sa toilette qui est en train de finir d'éponger ce qu'on appelait le tube à l'époque, hein, c'est l'ancêtre de notre baignoire ou de notre douche. Donc on a un sujet qu'on pourrait même considérer comme vulgaire. Et je pense qu'à l'époque, c'est sans doute un reproche qu'on a fait à Degas, puisqu'on sortait d'une époque où il fallait que le tableau soit dans ce qu'on appelle aujourd'hui la dictature du sujet, c'est-à-dire qu'il fallait trouver de grands sujets glorieux, genre les heures de gloire du roi Louis XIV, des sujets religieux, ou représenter la liberté guidant le peuple, donc de grandes idées. Et puis là on a des artistes qui représentent finalement une personne qui est en train d'astiquer un fond de cuvette, quoi, un fond de tube. Donc le sujet n'est pas glorieux. Donc le sujet, on va dire, il n'est pas très original, ou alors il est original par son côté vulgaire, au sens commun, mais en revanche, la matière est très intéressante. Et à l'inverse, tout à l'heure, on avait vu un tableau de Dali, avec une facture extrêmement classique, mais des choses extraordinaires. C'est-à-dire des lions qui ouvrent leur gueule, je crois que c'est des tigres. Non, c'est pas celui-ci, c'est la Tentation de Saint-Antoine. Des éléphants qui sont sur des pattes extrêmement fines. Donc, ils représentent des choses qui sont extraordinaires, mais d'une manière extrêmement classique. Et ce serait difficile de faire les deux à la fois. Imaginez par exemple Dali qui représente des choses extraordinaires comme ça, et qui peindrait d'une façon un peu impressionniste. On ne comprendrait pas ce qu'on voit en fait. Donc, on va dire que globalement, il y a deux grandes façons d'être original, soit par la matière, et alors en représentant des choses ordinaires, des paysages, des lacs, des montagnes. On a d'ailleurs des exemples dans l'exposition Isartis des deux façons de peindre. Il y a des gens qui peignent de manière classique des choses un peu étranges, et des gens qui peignent de manière un peu étrange des choses classiques. Oui, de toute façon, pour la matière, pour la couleur, ça peut être un décalage par la couleur, ou, voilà. Et ce qui est intéressant, on arrive à ça, c'est que très souvent, ce qui nous interpelle, c'est qu'il y a un décalage. En fait, vous avez remarqué aussi, actuellement, il y a une tendance que je trouve déplorable à l'hyperréalisme systématique. C'est-à-dire, on prend une photo, on la reproduit, c'est photocopie, pastel. Et ça, je trouve que justement, on arrive à un stade où on rejette tellement l'académisme contemporain qu'on cherche à faire l'inverse. Mais c'est une réaction à l'académisme contemporain, un peu comme on s'accrocherait au bord de la piscine, quoi. C'est du réalisme, etc. Et ça peut être très intéressant comme une approche pédagogique pour apprendre, hein, je pense que ça peut être bien. Mais quand ça devient un style et que ça devient aussi systématique, ça indique quand même un malaise. Ça finit par indiquer un malaise social. Et c'est vrai que, quelque part, on peut faire un sujet extrêmement ordinaire, mais par contre totalement décalé pour la couleur, ou pour le graphisme, ou, je sais pas, par exemple, dans les artistes, il y a des tableaux, il y a Hélène qui a un personnage classique, mais on ne voit apparaître qu'une partie du corps, ou juste quelques éléments. Ou par exemple, il y a d'autres, les tableaux de Jean-Claude Beaumier, par exemple, qui sont originaux par leur abstraction, justement la disparition du réalisme naïf. Je parle de Yves, je ne vais pas parler de tout le monde, mais disons que Yves c'est des couleurs, lui il est un peu déjanté, les couleurs, etc. Donc on a chacun des niveaux de décalage, mais c'est important que chacun d'entre nous nous maîtrisions un niveau de décalage qui rend le point de vue différent et intéressant. C'est peut-être comme ça que pour compléter. Oui, parce que ce qui est essentiel, c'est le mystère. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de mystère qui se dégage de l'œuvre, ça va manquer de sel. Et s'il n'y a pas de mystère dans les œuvres d'art, s'il n'y a pas de mystère dans l'art, où est-ce qu'il y aura du mystère dans notre vie, dans l'existence humaine? Quand il n'y a plus du tout de mystère nulle part,
on se demande ce qui reste de l'humanité. D'autres questions? Parce qu'on va peut-être pas les commenter tous. Oui, voilà. D'autres questions? Comme de nombreux retraités, je pratique la peinture assidûment, avec acharnement, j'y mets beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Mais ce que je fais, ce que je parviens à faire, je ne dirais pas pour autant que c'est une œuvre d'art. C'est de l'expression, ça me donne beaucoup de plaisir, mais ça n'a pas la qualité de ce que fait, ce que j'appelle du beau nom noble d'artiste. Et contrairement aux propos bienveillants de Sylvain qui dit « nous sommes tous des artistes », je dirais non, malheureusement nous ne sommes pas tous des artistes, et il y a une part de mystère qui fait qu'une personne peut s'acharner et elle ne parviendra jamais au niveau d'excellence à créer, à faire une œuvre d'art, à faire quelque chose d'exceptionnel qui dépasse. Et voilà, nous ne sommes pas des artistes, pas tous. C'est-à-dire que vous ne l'êtes pas, si vous répétez ça tous les jours, vous ne le serez pas, c'est sûr. Tu vas y arriver. Et puis déjà, on ne peut pas être à la retraite à 25 ans, qu'est-ce que vous racontez? En fait, c'est un point important, je comprends bien, mais j'ai dit, on se connaît, c'est depuis longtemps, mais en fait, en tant que peintre, il y a des degrés de technique, de niveau technique, de praticien, etc. Il y a une hiérarchie de compétences, on va dire. Évidemment, quelqu'un qui peint toute la journée pendant 50 ans, c'est pas pareil que quelqu'un qui peint depuis la retraite le dimanche. Mais par contre, dans cette intensité, je parlais de Raphaël, le gars mon élève qui peignait alors qu'il n'y arrivait pas, cette intensité, je pense réellement qu'elle est artistique. La nature humaine est artistique et rien d'autre. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu mon combat, ça. Peut-être que ce que tu évoques, c'est que tu es moins peintre. Ou encore insuffisant, ou voilà, dans la hiérarchie de la pratique de la peinture, tu as des progrès à faire. Par contre, dans ta nature artistique, cette intention, je ne crois pas. Je pense que nous sommes réellement égaux. Et puis là, je ne me présente pas à une élection. C'est de l'énergie potentielle. Oui, en fait, c'est un débat sur ce qui est relatif et ce qui est absolu en être humain. C'est-à-dire qu'on peut disserter longtemps dessus, on peut jouer sur les mots. On va dire que globalement, on ne peut pas comptabiliser l'humanité de quelqu'un. On ne peut pas dire que quelqu'un est plus humain qu'un autre. On est tous humains au même degré. Après, on va dire qu'il y a des gens qui font plus preuve d'humanité, il y a des gens qui sont de grands hommes ou de grandes femmes de l'histoire. Et là, on joue sur les mots. Je pense que ce qu'on veut dire, parce que là je suis d'accord avec Sylvain, quand on veut dire que tout le monde n'est pas peintre au même degré, mais que tout le monde est artiste au même degré, on veut dire tout simplement ce que Schiller disait, à savoir que ce qui est le propre de l'homme, c'est justement sa capacité à produire de l'art. D'ailleurs, si vous cherchez dans l'histoire de l'humanité les premiers signes de la présence de l'homme, en fait c'est pas l'outil, comme on pourrait le croire, parce qu'il y a des singes qui utilisent des outils. Donc c'est pas l'outil, c'est pas le fait de faire des maisons, parce que les oiseaux font des maisons, ils font des nids. Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas l'émotion, c'est pas le fait de s'occuper de ses enfants, les animaux le font aussi, mais simplement si on trouve une œuvre d'art, dont on voit, dont on a l'intuition évidente qu'elle n'est pas le produit de la nature, mais qu'elle est la trace d'un homme qui a peint un animal sur une grotte ou qui a sculpté quelque chose, on va se dire Ecce homo, voici l'homme. Là il y a un être humain. Et puis, peu importe que cet être humain ait été un grand artiste ou pas, il a quand même fait une œuvre d'art, au sens technique du terme. Maintenant, c'est bien d'avoir de l'humilité aussi, évidemment. Je vais citer Confucius, il disait que les signes et les symboles étaient infiniment plus puissants que les mots et les lois. Et quelque part, l'art interpelle directement les signes et les symboles, quoi. Ce qui est sans doute que c'est... Dans les grottes, je ne me rappelle pas, mais même si on ne savait pas écrire, je pense que ça avait une énorme signification. Et finalement, quand on peint, on retrouve cette vision, on pourrait dire sacrale. C'est quelque chose qui existait avant le sacré, avant qu'on s'organise. Ce contact direct, c'est ce qui est formidable dans la pratique artistique. Cette sophistication, ces mots, en fait,
tout ce qu'on a dit là, c'était un peu pour s'aérer les dents, quelque part. En fait, c'est intéressant de parler, mais il faut que ça reste un jeu. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit, c'est pas très important. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en joue aussi avec ces mots. Et quelque part, si on est artiste, j'espère qu'on l'a été un petit peu aujourd'hui aussi. C'est pas seul, il n'y a pas les explications, petit 1, petit 2, etc. Voilà. Mais si tu es une artiste, je suis désolé. Passer le micro. Qui veut poser la prochaine question extrêmement intéressante? Vous n'allez pas me faire croire qu'on a été si parfaitement clair que ça? Oui, une question. Monsieur a une question là. Ah, merci de transmettre le micro. Vous avez aussi le droit de ne pas être d'accord avec nous, hein. Oui, moi je reviens sur l'énergie. L'énergie de l'être humain dans la peinture, des fois il ne représente rien. Là je fais référence par exemple à Malevich, qui a fait carré blanc sur fond blanc. Donc le dialogue qui se passe avec la toile est pas forcément une recherche technique à faire du beau, à faire du joli, à faire de l'expression. Ça peut être simplement un rapport d'une âme et qui veut rencontrer une autre âme. Et pour moi, là, ça serait simplement ça. Il n'y a pas besoin que ça soit quelque chose de très technique. Et pour répondre à madame, les artistes comme Monet, comme Picasso ont été fortement critiqués. Je veux dire, traînés dans la boue presque. Ça ne les a pas empêchés aujourd'hui d'être reconnus comme étant des artistes top. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, hein. Mais j'ai pas entendu le nom de l'artiste que vous avez cité, c'est Malevich, hein, c'est le carré blanc sur fond blanc. Oui, ou carré noir sur fond blanc. Oui, oui. Je veux dire que Malevich a été jusqu'à la suprématie avec ça, oui. Et Malevich n'était pas un artiste, enfin si c'était un artiste, mais qui a voulu supprimer tout ce qui était figuratif. Je dirais que c'est l'un des premiers, avec Mondrian et Kandinsky, à supprimer le figuratif, quoi. Oui, bien sûr. Ou à donner une raison d'être à l'abstraction. Oui, absolument. On est au tout début, on est à l'aube du XXe siècle et de la modernité, effectivement. Donc Malevich, qui est un des créateurs de ce qu'on a appelé après l'art abstrait ou non figuratif. Et il avait lui-même, je crois d'ailleurs, défini l'orientation de son travail par le terme de suprématisme. Et en fait, alors c'est étrangement très proche de ce dont on a parlé, puisqu'en fait, il ne voulait pas peindre les formes sociales que l'énergie pouvait prendre, mais peindre l'énergie directement. Donc c'est une démarche en fait qui est très énergétique, qui cherche à découvrir la structure secrète des choses. Donc c'est vraiment une démarche énergétique. Alors après aussi qui a pris des formes diverses à cause du contexte politique, parce qu'il a été très très pris dans divers... il a eu des responsabilités politiques un certain temps, mais qui n'ont pas duré longtemps, parce que Lénine ensuite a sonné la fin de la récréation. Il a remis tous les artistes au pas, et après on est retombé dans ce qu'on a appelé le réalisme socialisme, hein, donc avec des choses justement très réelles, très figuratives. Et vous décrivez une sorte de révolution artistique qui n'a pas duré longtemps, hein, qui a été tout début du XXe siècle, qui a commencé à s'arrêter vers les années 20 en Russie, en Union soviétique. Mais enfin, bon, oui, c'était pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque que vous avez formulée. Vous voulez dire que... Alors, on n'a pas vraiment parlé de technique, hein, d'ailleurs, on a justement dit que la technique n'était pas suffisante, à la fois du point de vue d'une quête de l'originalité, mais également dans l'approche énergétique de l'art. C'est ce que c'est, voilà. Et toujours sur l'énergie, on a découvert, il y a eu une progression importante sur la découverte de la couleur. On a défini pendant très longtemps que la couleur était uniquement une longueur d'onde. Et puis il a fallu attendre quelqu'un qui n'était pas trop bête, Einstein,
pour se rendre compte que c'était, oui, une longueur d'onde, mais pas que, qu'il y avait aussi dans la couleur une énergie importante. Oui. Oui, c'est plutôt une observation, en fait. Mais, ça veut dire que l'énergie, scientifiquement, l'énergie dans la couleur a été prouvée, a été démontrée. Mais, c'est évident qu'il y a... Alors, ce qui est intéressant, c'est une approche, très souvent, on dit scientifiquement. En fait, la science n'a pas de contenu. Elle n'a qu'une démarche scientifique, il n'y a pas de contenu scientifique. Il n'y a pas de... Par exemple, on peut relier des choses invraisemblables, par exemple la bouteille d'eau avec des extraterrestres, et avoir une approche scientifique pour l'étudier, vous comprenez? L'approche scientifique doit être indifférente au sujet, puisque c'est une approche, c'est une intelligence de connexion. Et c'est pour ça que, moi, c'est une petite précision, parce que très souvent, derrière nos scientifiques, il y a une ambiguïté, mais par contre, elle ne prouve jamais rien, puisque tout ce qu'elle prouve, c'est remis en question 50 ans après ou 20 ans après. Alors, par contre, l'attitude, je pense, artistique qu'on peut avoir, c'est que dans ce que vous dites, moi, j'y ai pas spécialement pensé, par exemple à Malevich, c'est amusant d'avoir cette information, hop, jouer un petit peu avec, hop, la mettre dans un coin, la reprendre un peu comme un chat, et puis peut-être que dans 6 mois, j'écrirai un bouquin là-dessus, ou rien du tout. Non mais je plaisante, mais d'une certaine manière, il y a tellement de choses qu'il est intéressant d'en parler, mais certainement pas de conclure sur ces choses-là. Et c'est un peu la différence entre l'histoire de l'art classique, qui veut tout conclure, tout bétonner, et puis une approche de chat, en fait. On essaie d'être cohérent, un peu comme un surfeur, d'ailleurs, appliquer ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur l'énergie, aussi à la manière de parler de l'art. Voilà. Mais cela dit, c'est intéressant, vous voyez, ce que vous avez dit, on peut s'interpréter. Oui, on est dans les temps. Voilà, on est dans les temps. Encore une question? Vous parlez beaucoup d'énergie, c'était très bien, mais je pensais que vous parleriez plus dans cette énergie de la conscience. Or, vous avez cité le mot conscience seulement une seule fois. Oui. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous n'y attachez peut-être pas trop d'importance ou... la transmission de la conscience dans l'art, la place de la conscience dans l'énergie plutôt. La conscience, c'est pareil, c'est un sujet immense, complexe, il y a plein d'approches différentes. C'est vrai que ça pourrait être un sujet d'une grande conférence, d'ailleurs une longue conférence. Mais en fait, quand nous jouons, que nous sommes libres, la simple présence dans le monde engendre naturellement un système de relations qui ouvre la conscience. Je veux dire, la conscience n'est pas quelque chose à accumuler, ni même à transmettre. On peut transmettre un exemple de liberté qui provoque la liberté chez l'autre, et cette liberté ouvre la conscience de l'autre. Mais parler de la conscience, c'est comme si c'était un objet. Et je pense que c'est sans doute, moi je répondrai comme ça. Je n'aime pas trop parler de la conscience parce que, directement comme ça, parce que ça ferait vite café du commerce. Parce qu'il y a plein de définitions, il faudrait qu'on définisse par exemple ce qu'on entend par conscience. Pour beaucoup de personnes, conscience, est-ce que c'est le petit ego, j'existe, donc ma conscience et je pense que, c'est l'opinion, ou est-ce que c'est une conscience éternelle? Alors là on rentre dans les domaines religieux, c'est un peu complexe. Moi je dirais simplement, nous sommes tous face à un miroir, nos œuvres d'art sont un miroir qui nous aide à percevoir notre jeu avec le monde, et c'est sans doute ça, en négatif, qui développe la conscience. Voilà, je me limiterai à ça, je sais pas, peut-être quelque chose à rajouter. Oui, volontiers. Est-ce que monsieur est indianisant, peut-être, parce que la dualité énergie-conscience, c'est quelque chose qu'on trouve dans les philosophies indiennes. Mais pas spécifiquement, on parle de conscience dans la science, de façon dont votre exposé, vous aviez... Je vais essayer de partir un petit peu là-dessus. Oui. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ah oui, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on va... Art sans conscience n'est que tableau sans âme. Oui. Alors, en fait, le problème de parler de la conscience, c'est qu'en fait, c'est la conscience qui parle d'elle-même. Donc, c'est délicat. Hein. C'est-à-dire qu'on peut difficilement définir la conscience, puisque c'est la conscience qui permet de définir toute chose. La
conscience, c'est ce qui est un peu, comment dire, dans les coulisses. Donc c'est difficile de la voir elle-même parce que c'est elle qui se regarde constamment, quoi. Mais l'inconscient, c'est intéressant aussi. Pas seulement du point de vue de la psychologie, des profondeurs, qu'elles soient jungiennes ou freudiennes. Il faut savoir que l'inconscient a existé, enfin, il y a eu des théories de l'inconscient avant Freud, et notamment en rapport avec l'art. Il y a des philosophes qui ont défini clairement que l'art provenait de l'inconscient. Par exemple, Schelling, c'est bien avant Freud. Et il est vrai, toutes les personnes qui pratiquent de l'art, même en tant qu'amateurs, le savent, que l'inconscient est très très présent. Tout à l'heure, Sylvain a parlé de quelque chose que connaissent très bien les pastellistes, tous les peintres, mais en particulier les pastellistes. Comment est-ce qu'on arrive à faire un œil avec un instrument qui est plus gros que l'œil? On a souvent des bâtonnets qui sont plus gros que ce qu'on cherche à représenter. Alors on sait que l'œil, c'est quelque chose de très, très difficile, très délicat, très important quand on fait un portrait, quand on fait un personnage. Et souvent, on ne peut pas consciemment se dire à soi-même, bah, je vais prendre le crayon, je vais prendre dans tel sens, je vais faire ça, puis on n'a pas le temps. Quand on fait du modèle vivant, par exemple, parfois, moi, je donne des cours de modèle vivant, parfois le modèle prend une posture en 3 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, des fois c'est 1 minute. On doit aller très très vite, et justement, on utilise la technique des postures rapides pour court-circuiter le mental, pour que le conscient n'ait pas le temps de faire des calculs. C'est-à-dire la première chose que va faire la conscience, ou le conscient si vous voulez, quand on lui donne un travail à faire, et qu'il a le temps, c'est qu'il va d'abord consacrer beaucoup de temps à s'inquiéter et à se donner des tas de raisons pour se dire qu'il ne va pas arriver à le faire. Donc quand on n'a pas le temps, déjà, on ne se pose pas cette question. Hein, vous voyez, si par exemple, on vous demande de sauter, 1m20, les pieds joints, vous n'êtes pas sûr que vous allez le faire. Vous n'êtes pas sûr de réussir. Donc en premier, vous allez vous demander ce que je vais réussir, vous allez vous trouver plein de raisons pour ne pas réussir. En revanche, si on lâche un tigre affamé, et qu'on vous lie les 2 chevilles, vous n'allez pas réfléchir, vous allez le faire. Hein, ou pas. En tout cas, vous allez essayer directement, vous allez vous lancer dans l'opération. Donc, c'est un peu la même chose. En art, il y a énormément, en quelque sorte, de virages importants dans la création d'une œuvre d'art, de décisions qu'on prend, qui sont gestuelles, qui correspondent à des actes, et qui ne sont pas des actes qui sont précédés par une pensée. Hein, on ne peut pas se dire, je vais d'abord faire ça, et puis comment je vais le faire, après j'ai plus qu'à appliquer la solution. Il doit y avoir une simultanéité de la pensée et de l'action. Et peut-être même, encore mieux, une action sans pensée. Il y a une petite phrase qui illustre bien l'approche artistique, c'est justement cet abandon de la raison et de la conscience. J'adore cette phrase, c'est pris dans la liste, j'arrive pas à trouver les sources. Il ne savait pas où il allait, et c'est parce qu'il ne savait pas où il allait qu'il savait qu'il était sur le bon chemin. Novalis, ouais. Voilà. J'adore cette phrase parce qu'elle illustre bien. Si on est conscient d'une chose, si on agit avec notre pensée, on va faire simplement que projeter un conditionnement. C'est-à-dire que c'est simplement notre pensée qui va se manifester, se continuer, se développer. Et même si c'est très intelligent, ce sera pas, c'est pas l'intelligence du monde qui parle. C'est l'intelligence à l'intérieur du bunker, quoi. Merci beaucoup. Nous avons oublié de remercier particulièrement l'Association des artistes, mais Chantal et Daniel Calan qui ont fait un travail remarquable d'organisation. Voilà, et puis on est très heureux d'être ici. Merci. Merci beaucoup Thierry et Sylvain de nous avoir fait partager vos réflexions d'artistes, car bon, c'est souvent les grands experts en art qui nous font part de ce que c'est l'art. Mais voilà, donc maintenant nous avons quand même appris, sûrement tout le monde a compris, que si les tableaux ont une âme, c'est l'âme de l'artiste et celle de celui qui regarde, probablement, qui se mélangent.